Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Cette histoire va te briser le cœur, et te le réparer en même temps. Salut, bienvenue sur Kingdom. Imagine une petite fille pieds nus, courant dans les ruelles poussiéreuses d'Avignon, une voix déjà trop grande pour son corps minuscule. Imagine une femme de 79 ans, sur une scène immense, qui tremble pour la première fois en public, parce qu'elle va enfin dire la vérité. Pendant plus d'un demi-siècle, Mireille Mathieu a été une icône intouchable. Une silhouette menue, à peine 1,50 m, une coupe au carré noir et lisse comme un casque de samouraï, des robes sombres et sobres qui la font ressembler à une religieuse de la chanson. Sa voix ? Une arme. Puissante. Cristalline. Capable de faire pleurer un stade entier, de faire taire un pape, de faire vibrer les âmes dans 9 langues différentes. Elle a chanté devant Brejnev à Moscou, devant Nixon à Washington, devant le pape à Rome. Plus de 100 millions de disques vendus. Des milliers de concerts. Des hommages de rois, de présidents, de légendes. Et pourtant, derrière cette armure de discipline, de gloire et de perfection, un secret a dormi pendant 50 ans. Ce n'est pas une liaison torride. Ce n'est pas un scandale. C'est un amour si pur, si fragile, si silencieux, qu'il a fallu attendre 2023 pour qu'il fleurisse enfin. Un amour qui a grandi sous un figuier planté par 2 enfants dans une cour d'Avignon. Un amour qui n'a jamais eu besoin de mots, de bagues, de promesses. Un amour qui a attendu plus d'un demi-siècle pour être chanté. À 79 ans, Mireille Mathieu n'a plus besoin de se cacher. Elle n'a plus besoin de sourire pour détourner les questions. Elle a chanté sa vérité. Et cette vérité, douce amère, bouleversante, nous enseigne une leçon que peu d'artistes osent formuler. Astérisque, la force n'exige pas toujours le silence, mais parfois, le silence est la plus belle forme d'amour. Astérisque, tu es prêt à pleurer avec moi ? Alors reste jusqu'à la fin. Parce que cette histoire va te briser le cœur, et te le réparer en même temps. Mireille Mathieu naît le 22 juillet 1946 à Avignon, dans le quartier populaire de la Croix des Oiseaux. Ce n'est pas une naissance dorée. Loin de là. Elle est l'aînée de 14 enfants, oui, astérisque 14 née dans une maison exiguë, presque une cabane, où l'amour est abondant mais l'argent cruellement absent. La famille vit dans une pauvreté qui n'a rien de romantique. Pas d'eau courante, pas d'électricité stable, pas de jouets, pas de vêtements neufs. Les enfants Mathieu portent les habits rapiécés des uns et des autres, mangent des soupes épaisses à base de pain dur et de légumes du jardin, dorment entassés dans des lits partagés, 3 ou 4 par matelas. Son père, Roger Mathieu, est tailleur de pierre. Il travaille dur, de l'aube au crépuscule, aux abords du cimetière Saint-Véran. Le bruit du burin contre la pierre rythme ses journées. Ses mains sont calleuses, ses articulations douloureuses, rongées par l'arthrite précoce, mais il chante. Toujours. Des cantiques, des airs populaires, des mélodies qu'il fredonne pour oublier la fatigue, pour offrir à ses enfants un peu de beauté dans un monde de privation. Il sculpte les tombes avec une précision presque sacrée, comme s'il offrait une dernière dignité aux morts, et dans ses poses, il entonne des chants provençaux qui résonnent dans les ruelles poussiéreuses, comme une prière laïque. Sa mère, Marcelle, est une femme discrète, arrivée dans le sud comme réfugiée de Dunkerque pendant la guerre. Elle a fui les bombardements, les privations, la peur. Elle apporte avec elle une foi inébranlable, une résilience muette, et un amour farouche pour sa nombreuse progéniture. Elle coud, elle cuisine, elle prie, elle veille sur ses enfants avec une tendresse qui ne dit jamais son nom. Dans cette maison sans confort, les enfants Mathieu grandissent dans un cocon de tendresse et d'exigence. On ne pleure pas. On ne se plaint pas. On travaille. On prie. On chante. Mireille, surnommée Mireille par les siens, n'a que 4 ans lorsqu'elle monte pour la première fois sur une estrade improvisée. La messe de minuit, à l'église Saint-Agricole. Elle chante un cantique de Noël. Sa voix, déjà pure, déjà puissante, fait taire l'assemblée. Le prêtre, ému jusqu'aux larmes, lui offre une sucette. Ce n'est pas le bonbon qu'elle retient. C'est le silence qui suit sa voix. Pour la première fois, elle comprend. Astérisque, sa voix a le pouvoir de suspendre le temps. Astérisque, mais l'école est une autre épreuve. Mireille souffre de dyslexie, un mot qu'on ne prononce pas encore en 1950. Elle inverse les lettres, mélange les mots, redouble une classe. Ses instituteurs, sévères,
la punissent pour avoir écrit de la main gauche une hérésie à l'époque. On l'oblige à passer à la droite. On la raille pour ses rêveries. Ce qu'ils ignorent, c'est que dans sa tête, Mireille ne rêve pas. Elle compose ***. Elle réarrange des mélodies entendues à la radio, des airs d'Édith Piaf, de Tino Rossi, de Luis Mariano. Elle vit déjà dans un autre monde. À 14 ans, l'école s'arrête. Il n'y a pas d'argent pour continuer. Mireille entre à l'usine de Montfavet, une fabrique de boîtes en carton. Le jour, elle actionne des machines bruyantes, répétitives, épuisantes. La nuit, elle rentre à vélo, affrontant le Mistral glacial qui fouette les routes provençales. Ce vélo, elle l'a acheté à crédit, comme tout le reste dans la famille Mathieu. Mais même dans l'usine, elle chante. Pendant les pauses déjeuner, seule dans un coin, ou en pédalant dans le vent, elle laisse sa voix s'élever. C'est sa rébellion. C'est sa prière. Et c'est là que tout va basculer. L'année 1964 marque un tournant décisif dans la vie de Mireille. Elle participe à des concours de chants locaux, organisés dans les villages alentours, dans des salles des fêtes modestes où les gens du coin viennent oublier leurs soucis avec un verre de pastis et une chanson. Elle interprète *** la vie en rose ***, la chanson qui l'a bouleversée enfant, lorsqu'elle l'a entendue à la radio sur un vieux poste à lampe, la voix d'Édith Piaf comme un phare dans la nuit. Sa voix, déjà mûre, déjà habitée, remporte le concours d'Avignon. Le public est conquis. Les organisateurs parlent d'elle comme d'une *** petite Piaf du Sud ***. L'année suivante, en 1965, elle est sélectionnée pour l'émission télévisée *** Le jeu de la chance ***, animée par Albert Resnais. C'est une émission populaire, un tremplin pour les jeunes talents, diffusée en direct sur la télévision nationale. Mireille, avec sa robe simple cousue par sa mère, sa coupe au carré naissante, sa timidité touchante, interprète ** mon credo ***. Le public vote par courrier. Elle est plébiscitée. Ce n'est plus un rêve. Paris l'appelle. Mais Paris n'est pas Avignon. Paris est un monde de lumière, de contrats, de pression, de tentation. Mireille n'y va pas seule. Sa tante l'accompagne d'abord, puis sa sœur ** Monique ** prend le relais. Pas de fête, pas de sortie nocturne, pas de confidence aux journalistes. Mireille devient ** la demoiselle d'Avignon ***, une figure austère, presque monacale, qui ne vit que pour chanter. Sa vie est encadrée, millimétrée, protégée des excès du showbusiness. C'est en 1965, quelques semaines après son premier succès télévisé, que Mireille rencontre ** Johnny Stark ***. Il est déjà une figure légendaire du showbusiness français. Né en 1921 à Budapest, immigré en France dans les années 1930, Stark a fui le nazisme et la guerre avec une seule valise et une ambition dévorante. Il a commencé comme agent de petits artistes, puis a gravi les échelons avec une intelligence redoutable. Surnommé ** l'américain ** pour son style flamboyant, costume sur mesure, cigare au bec, accent parisien teinté d'anglais, son sens du marketing et son éthique de travail implacable, Stark a propulsé des carrières comme celle d'Yves Montand, Tino Rossi, ou encore Gloria Lasso. Il a un flair infaillible, il repère le talent brut, mais surtout la ** discipline ***, elle ** obsession ***, la ** fin ***. Il a vu des centaines de jeunes chanteuses, mais quand il voit Mireille, il voit plus qu'une voix. Il voit une ** survivante ***. Une fille qui a grandi dans la misère, qui a été punie pour sa différence, qui a transformé la douleur en force. Il l'invite à une audition privée dans son bureau parisien, rue de Ponthieu. Mireille arrive avec sa robe noire, ses cheveux courts, sa timidité. Elle chante ** mon credo ** a cappella. Stark est ému. Il pleure. Pour la première fois de sa carrière, il pleure. Il lui fait une proposition claire, presque brutale, tu vas travailler comme une bête. Je serai impitoyable. Si tu veux une vie facile, dis non tout de suite. Mais si tu me laisses faire, je ferai de toi une grande artiste. Mireille accepte. Elle connaît le travail. Elle connaît la douleur. Et en Johnny Stark, elle trouve quelque chose de familier. Une autorité paternelle, une structure, une sécurité.
Ce qui suit n'est pas une histoire d'amour au sens classique, du moins, pas publiquement. Stark devient son ** manager, son mentor, son gardien, son père spirituel ***. Il choisit ses chansons, ses tenues, ses apparitions. Il impose la célèbre ** coupe au carré ***, symbole de simplicité dans une époque de flamboyance, une idée qu'il a eue en voyant une photo de Mireille enfant. Il contrôle tout, les répétitions jusqu'à l'épuisement, les régimes stricts, les interviews millimétrées. Mais ce contrôle n'est pas oppressif. Il est ** libérateur ***. Pour la première fois, Mireille n'a plus à se battre seule. Stark comprend les murs qu'elle a érigés autour d'elle, les murs d'une enfant pauvre, dyslexique, gauchère punie, issue d'une famille de 14 enfants. Il ne lui demande pas de les abattre. Il lui demande seulement de ** chanter ***. Leur relation est ambiguë, profonde, fusionnelle. Les rumeurs courent. Sont-ils amants? Stark est marié à une femme discrète, mais il vit pour Mireille. Il annule des rendez-vous, des vacances, des dîners pour être avec elle en studio. Elle vit pour lui. Elle dira plus tard. ** Johnny Stark vivait pour moi, et je chantais pour lui. ***, une phrase simple, mais lourde de sens. Ceux qui les ont connus parlent d'une ** dévotion mutuelle ** d'une ** fusion professionnelle et émotionnelle ***. Stark est au premier rang de chaque concert, les yeux brillants. Mireille chante comme si elle s'adressait à lui seul. Il l'appelle ***, ma petite, ***. Elle l'appelle ***, Monsieur Stark, ***. Pendant plus de 20 ans, ils parcourent le monde ensemble. De *** Moscou ***, où elle chante devant Brejnev et reçoit une ovation de 20 minutes, à *** Las Vegas ***, où elle triomphe au Césares Palace devant Frank Sinatra, de ** Tokyo *** à ** Rome ***, où elle rencontre le pape Jean-Paul II et chante ** Ave Maria ** les larmes aux yeux, ils forment un duo inséparable. Stark est son ancre. Elle est sa création. Il lui offre le monde. Elle lui offre sa voix. Et pourtant, il n'y a jamais de scandale. Jamais de confidence. Juste un silence complice, une loyauté absolue. Puis, en ** 1989 ** tout s'effondre. Johnny Stark meurt subitement d'une crise cardiaque à 68 ans. Mireille est en tournée en Allemagne. Elle apprend la nouvelle dans sa loge. Elle s'effondre. Elle ne parle pas pendant plusieurs jours. Elle annule des concerts, une première. Lorsqu'elle retrouve la parole, sa voix tremble. ***, j'ai perdu ma moitié. ***, elle pleure en public pour la première fois. Elle enterre Stark comme un père. Elle ne chantera plus jamais comme avant. Après la mort de Stark, Mireille continue. Les spectacles, les tournées, les albums. Elle est ** Mireille Mathieu ***, après tout. Celle qui ne rate jamais une note, qui n'arrive jamais en retard, qui ne trébuche jamais en public. Mais en privé, quelque chose se brise. Ses proches remarquent un ** silence nouveau ** plus lourd que le deuil. Comme si, sans Johnny, elle ne savait plus vraiment comment exister en dehors de la lumière. Elle fait emménager sa sœur ** Matt ** dans sa villa de Neuilly-sur-Seine pour l'aider à traverser la transition tandis que sa sœur ** Monique ** devient sa nouvelle manageuse. Mais le rythme change. Les rires s'estompent. Il ne reste plus que le travail méticuleux, strict, contrôlé, comme Stark le lui a appris. Sauf que maintenant, ce n'est plus pour ** construire ** une légende. C'est pour ** la maintenir en vie ***. Pendant des années, elle esquive les questions publiques sur l'amour. Quand elle en parle, ses réponses sont énigmatiques. Je n'ai jamais manqué d'amour. J'ai mon public. J'ai ma famille. Mais ceux qui écoutent attentivement perçoivent le vide derrière ces mots. Car si la carrière de Mireille a atteint des sommets plus de 100 millions de disques vendus en 9 langues, des concerts devant des rois, des présidents et des papes, sa vie personnelle est devenue un ** musée ordonné, silencieux, intouché ***. Elle vit seule. Elle dîne seule. Elle prie seule. Elle chante pour un fantôme.
Mireille n'a jamais été célibataire par choix. Elle a aimé. Elle a été aimée. Mais chaque fois, l'amour a buté contre une vérité implacable. Astérisque astérisque, sa voix passe avant tout astérisque astérisque. Au début des années 1980, elle est brièvement fiancée à un riche homme d'affaires français. Il est élégant, accompli, fou d'elle. Les fiançailles font la une des journaux People. Mais 3 jours avant le mariage, Mireille y met fin, discrètement, sans scandale. Pourquoi? Elle l'expliquera plus tard avec une clarté glaciale. Astérisque astérisque, il voulait que j'arrête de chanter. C'était impossible. Astérisque astérisque, dans les années suivantes, une autre romance fait surface, cette fois avec astérisque astérisque Olivier Masson astérisque astérisque, un célèbre expert en cosmétique chez Guerlain, connu pour avoir travaillé avec Wallis Simpson. On les voit souvent ensemble en public, à des dîners, des vernissages. Les amis les décrivent comme un couple saisissant, sa féminité intemporelle à côté de son charme raffiné. Il est même question d'une robe de mariée. Mais encore une fois, l'histoire se termine avant d'avoir commencé, sans annonce, sans explication, juste le silence. Et c'est ainsi que s'écrit le parcours amoureux de Mireille. Chaque fois que l'amour exige un compromis, elle choisit sa voie, non par orgueil, mais par nécessité. Pour cette fille qu'on avait autrefois punie pour avoir écrit de la main gauche, la musique a toujours été sa seule forme de contrôle. Renoncer à cela, même par amour, aurait été astérisque astérisque trahir ce qu'il avait sauvé astérisque astérisque. Avant Paris, avant l'Olympia, avant les projecteurs et que le nom de Mireille Mathieu ne devienne synonyme de chanson française, il y avait astérisque astérisque Jean-Louis astérisque astérisque. Il n'avait pas de lumière sur lui. Pas de célébrité. Ce qu'il avait, c'était un vélo, un emploi stable comme menuisier, et une manière discrète de montrer son affection. Mireille l'a rencontré lorsqu'ils étaient enfants, grandissant dans le même quartier populaire d'Avignon. Ils se croisaient à l'église les jours de marché, dans les rues poussiéreuses où les 14 enfants Mathieu couraient pieds nus sous le soleil du sud. Jean-Louis l'a entendu chanter bien avant que le monde ne la découvre. Il était là lorsqu'elle s'est levée pour interpréter un chant à la messe de Noël en 1950. Il était là lorsqu'elle commença à sécher les cours pour murmurer des chansons de Piaf. Et en 1964, lorsque Mireille envisagea de passer une audition pour l'émission Astérisque Astérisque, le jeu de la chance Astérisque Astérisque, c'est Jean-Louis qui lui glissa silencieusement le formulaire d'inscription en disant Astérisque Astérisque, il faut que tu essaies. Astérisque Astérisque, elle est partie. Lui est resté. Il n'appartenait pas au monde des caméras et des contrats. Il appartenait au monde d'où elle venait, modeste, enracinée, ordinaire. Mais il n'a jamais cessé d'écrire. Entre 1965 et 1974, Mireille reçut astérisque astérisque 32 lettres manuscrites astérisque astérisque de Jean-Louis. Pas de déclaration enflammée, pas de grandes requêtes, juste des nouvelles simples, tendres et des encouragements discrets. Tu étais radieuse à la télé hier soir. Même maman a pleuré. Je t'ai vu chanter. Viens dans ma rue. Ça m'a rappelé la nôtre. Je ne te l'ai jamais dit, mais j'étais fière que tu sois partie. J'aurais juste aimé que tu ne partes pas si loin. Mireille les a toutes gardées, rangées dans une astérisque astérisque boîte en bois sculptée astérisque astérisque portant l'inscription astérisque astérisque régna astérisque astérisque, un mot inventé, peut-être un souvenir d'enfance partagé, un secret de cours d'école. Elle n'en a jamais parlé publiquement. Elle n'a jamais répondu par écrit, mais elle les lisait souvent, surtout quand le silence se faisait trop lourd entre 2 tournées, quand la gloire devenait trop lourde, quand elle se sentait seule dans une chambre d'hôtel à Tokyo ou à New York. Jean-Louis ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Il est resté à Avignon toute sa vie, travaillant de ses mains, entouré des mêmes visages qu'il avait toujours connus. En 2018, il s'est éteint discrètement, laissant un testament simple et un dernier geste d'amour. Il a légué toutes ses économies à une association offrant des cours de musique aux enfants défavorisés astérisque astérisque en hommage à la petite fille qui chantait dans notre cours astérisque astérisque. Il n'a jamais vendu son histoire, jamais accordé d'interview, jamais prétendu être l'élu. Il a aimé en silence. Comme elle. En juillet 2023, lors d'un concert en plein air dans les antiques arènes de Nîmes, quelque chose se produit, quelque chose qu'aucun fan, même le plus fidèle, n'aurait pu prévoir. Après avoir interprété astérisque astérisque 1000 colombes astérisque astérisque, Mireille Mathieu s'interrompt, visiblement émue. Sa main tremble légèrement lorsqu'elle reprend le micro.
Ce soir, dit-elle, la voix brisée, je veux chanter une chanson qui n'a jamais été enregistrée. C'est pour quelqu'un que j'ai aimé en silence toute ma vie. Le public se tait, suspendu. La chanson s'intitule ** le figuier en fleurs ** et n'a jamais figuré dans sa discographie. La mélodie est douce, presque une prière, les paroles bouleversantes par leur simplicité. Si l'arbre pousse encore, c'est qu'il se souvient de tes mains. Je n'ai jamais dit je t'aime à voix haute, mais je t'ai porté en silence toute ma vie. Pendant près de 10 minutes, le temps semble s'arrêter. Pas d'orchestre, pas de mise en scène, juste Mireille, seule avec une vérité qu'elle avait enfouie pendant plus d'un demi-siècle. Une vérité sans nom dans la chanson. Mais à la fin de la soirée, ceux qui connaissaient son histoire comprirent. Le figuier n'était pas une métaphore. Il était réel. Il se tenait dans une cour d'Avignon. Et l'homme qu'il représentait, Jean-Louis, était depuis longtemps parti. Après la performance, Mireille refuse toute interview. Son équipe de presse ne publie qu'une phrase. ***, ce que j'avais à dire, je l'ai chanté. ***, cela suffit. En quelques jours, ***, le figuier en fleurs *** se répand sur Internet, non pas comme un tube, mais comme un moment. De jeunes artistes s'en emparent. Des reprises voient le jour en allemand, en italien, même en japonais. Mais aucune ne capte la douleur silencieuse de l'original. Ce n'était pas juste une chanson, c'était une ** blessure ouverte enfin autorisée à respirer ***. Quelques semaines plus tard, Mireille retourne discrètement à Avignon sans caméra, sans journaliste, juste une visite à sa maison d'enfance. Le figuier est toujours là, penché mais vivant, ses racines fendillant le sol près du mur où il s'asseyait adolescent. Elle ne reste pas longtemps, juste assez pour prélever une petite bouture qu'elle place dans un pot en terre cuite. Ce pot repose aujourd'hui dans sa maison de Neuilly-sur-Seine, près d'une fenêtre où le soleil d'après-midi entre doucement. À côté se trouve la boîte marquée *** Regna ***. Elle n'a jamais prononcé le nom de Jean-Louis sur scène, mais pour la première fois, elle n'a plus eu besoin de le cacher. Elle a pleuré. En silence. Comme toujours. Au début de l'année 2025, alors que la France se prépare à fêter les 80 ans de l'une de ses icônes les plus durables, Mireille Mathieu se tient à un tout autre carrefour. Elle a chanté dans plus de 50 pays en 9 langues, vendu plus de 100 millions de disques. Et pourtant, son geste le plus puissant n'a rien à voir avec les tournées mondiales ni les disques d'or. Il est de se laisser voir enfin comme une femme, non plus seulement comme une voix. Une femme façonnée par le manque, le silence et une résilience sans bruit. Après l'émotion provoquée par ** le figuier en fleurs ***, les élus locaux d'Avignon proposent quelque chose d'extraordinaire. Un lieu permanent dédié à sa vie, non seulement en tant qu'artiste, mais comme symbole de persévérance. Mireille accepte à une condition, que l'espace comporte un jardin et qu'on y plante des descendants du figuier. ***, l'espace Mireille Mathieu ***, dont l'ouverture est prévue pour juillet, sera bien plus qu'un musée. On y trouvera des archives, des photographies, des paroles manuscrites et certaines lettres de Jean-Louis. Mais au cœur du lieu, une mission plus intime, offrir une formation à de jeunes chanteurs issus de milieux modestes. Je ne veux pas que ma voix soit un souvenir, déclare-t-elle, les yeux brillants. Je veux qu'elle soit un passage. C'était sa manière d'aimer en redonnant discrètement sans mise en scène. À l'approche de sa dernière série de concerts, elle ne fait aucune déclaration de retraite, aucun adieu en larmes. Elle l'appelle simplement ** une tournée de gratitude ***. Quand on lui demande pourquoi, elle répond « Parce que je ne dis pas adieu à la musique, je dis merci à ceux qui m'ont permis de tenir ». Dans une interview tardive, on lui demande si elle a des regrets. Elle marque une pause, les larmes aux yeux, puis répond « Non, j'ai aimé. Je n'ai pas toujours su le montrer, mais j'ai aimé et je suis en paix avec ça. » Oui, un amour peut être vrai, même s'il n'est jamais pleinement vécu. L'amour de Mireille et Jean-Louis n'a pas eu besoin de mariage, d'enfants, de vie commune. Il a vécu dans ** 32 lettres ***, dans un ** figuier ***, dans une ** chanson chantée trop tard ***. Cet amour n'est pas une frustration. C'est une ** plénitude silencieuse ***. Il respecte la liberté de l'autre. Il ne demande rien. Il ne retient pas.
Il laisse partir. Et pourtant, il reste. Mireille n'a pas eu d'enfant. Pas d'époux. Mais elle a rempli des millions de cœurs. Elle a tenu sa promesse à ses parents. Elle a honoré un menuisier d'Avignon avec un jardin, une bouture, et une voix qui ne s'éteindra jamais. Et toi? As-tu aimé en silence? As-tu porté quelqu'un dans ton cœur sans jamais le dire? Index revers pointant vers le bas blanc astérisque partage TON histoire en commentaire astérisque index revers pointant vers le bas blanc si cette vidéo t'a touché. Cœur rouge astérisque like astérisque cloche astérisque abonne TOI astérisque flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre astérisque partage astérisque pour que le figuier continue de fleurir. À la prochaine.